qui est porteur de la vision. C'est celui qui est porteur de la vision, c'est celui-là qui imprime cette vision à travers ses collaborateurs. Un ouvrier qui est formé, c'est un ouvrier qui connaît d'abord sa valeur. Et lorsqu'il connaît sa valeur, il mettra en valeur le métier dont il incarne. Alors, l'ouvrier fait partie de la société, fait partie de nous. On ne peut pas construire ces pays, on ne peut pas avancer ces pays sans la main-d'œuvre. Un ouvrier mal rémunéré est improductif. Donc, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller à l'université. Pas obligé tout de suite d'aller à l'université. À 18 ans, on est prêt à travailler. Et combiner même le travail, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Le travail et l'entreprise. C'est-à-dire la diaspora, telle que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité parce que parmi nous, il y a de ceux qui ont quelque chose à apporter. On ne va pas rester à l'extérieur, attendre que ceux qui sont à l'intérieur fassent des choses pour nous et puis nous, on viendra après. Ça ne marchera pas comme ça. C'est de droit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la diaspora peut basculer une élection. Si la diaspora prend tendance pour un candidat X ou Y, ben elle bascule l'élection parce que nous sommes des millions. C'est beaucoup plus simple que de recevoir 10 personnes, vous croyez que ce sont des clients qui viennent consommer. Mais non, ils vous ramènent un tas de papiers. Partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Jean-François Larménian, qui est économiste industriel, président de la fondation Forme Afrique. Il a plaidé pour l'industrialisation de la RDC auprès du chef de l'État. Ce soir, nous revenons avec un tout nouveau numéro où nous recevons un entrepreneur, l'initiateur du restaurant-bar La Quinoise. Il s'agit de Pétion Boadi que je m'en vais saluer. Pétion Boadi, nous vous saluons. Bonjour, c'est Florent Katende. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir dans votre restaurant-bar La Quinoise. Nous sommes très heureux. La fois passée, c'était l'inauguration de votre établissement. Ce soir, nous allons parler plus. Pétion Boadi, pour toi, pour commencer, c'est qui un employé? Un employé correct. Toi qui as la vision de la France, toi qui as la vision de l'Union européenne, toi qui es entrepreneur, chef d'entreprise, c'est qui un employé? Ben, un employé d'abord, c'est quelqu'un qui respecte la vision de la société, qui respecte les règles établies et la vision de la société. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on respecte les règles de la société et la vision de la société, on est partie prenante de la société et on fait prospérer ensemble la société. Tout à fait. Maintenant, on va du côté des dirigeants. C'est qui dirige une entreprise? Qui peut diriger une entreprise? Celui qui peut diriger, c'est celui qui est porteur de la vision. C'est celui qui est porteur de la vision, c'est celui-là qui imprime cette vision à travers ses collaborateurs. Et c'est lui qui a une rigueur. C'est lui qui a une rigueur, qui met en place sa vision, qui met en place son programme et qui les suit vraiment de près. Qui les suit de près. Maintenant, où est la symbiose? Où arrive la symbiose entre le dirigeant de l'entreprise et l'employé pour avoir une même vision, aller de l'avant? Comment on met en place les bases pour pouvoir converger ensemble? C'est vrai que le dirigeant de l'entreprise a sa vision, l'employé aussi a sa vision. Comment cette vision devient commune? C'est d'abord à l'employé de se marier avec la vision du dirigeant. Parce que c'est les dirigeants qui sont les porteurs de la vision, c'est les dirigeants de l'entreprise. L'employé, lorsqu'on arrive, on peut contribuer à quelque chose. On peut émettre un avis, mais tout en suivant la vision déjà du propriétaire de l'entreprise. Donc, et ensemble, on forme une équipe à travers un dialogue permanent entre le dirigeant et ses employés. Est-ce qu'on peut dire quelque part, c'est l'employé qui, de facto, impose sa vision aux employés? Je peux dire pas imposer à 100%. On explique la vision et puis les employés adoptent cette vision. Ils peuvent aussi contribuer
à modifier, pas à changer, à modifier quelque chose. C'est toujours important lorsqu'on a une équipe et qu'on écoute aussi ses collaborateurs. Ils peuvent modifier la trajectoire déjà tracée, mais on peut modifier et ensemble on avance. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous dans ce nouveau numéro du magazine Data Market, Pétion Boadi, qui est chef d'entreprise. Il a une entreprise en France. Il est aussi dans l'agro-industrie. Il est aussi responsable, initiateur du projet Restaurant-Bar La Quinoise, ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Limete. Ce soir, nous échangeons avec lui. Pétion, nous avons voulu jeter les bases sur l'employé d'un côté et les responsables de l'entreprise, chef d'entreprise de l'autre côté. Pourquoi? Pour déceler ici, en République démocratique du Congo, la qualité du travailleur. Nous avons comme l'impression que certains métiers poseraient problème. La professionnalisation, devenir professionnel. Il y a des fonctions, mais deux fois nous sentons que ce n'est pas professionnel. Sur le plan du travail, qui appelle-t-on professionnel lorsque tu as tes employés en France, soit ici au restaurant-bar La Quinoise, qui appelles-tu professionnel dans son travail? Déjà, premièrement, un employé professionnel, c'est lui qui a été formé. La base, c'est d'abord la formation. Il est toujours important de passer par la formation professionnelle pour connaître les bonnes bases. Bien évidemment, on peut aussi apprendre dans l'État, à l'État, mais c'est beaucoup plus important de passer par une formation professionnelle. Un employé qui est formé, c'est un ouvrier qui est formé, c'est un ouvrier qui connaît d'abord sa valeur. Lui-même, il connaît sa valeur. Et lorsqu'il connaît sa valeur, il mettra en valeur le métier dont il incarne. C'est d'abord la formation. Et ça fait défaut ici. Il y a pas mal d'ouvriers qui sont peut-être dans les chantiers, dans divers domaines, mais qui ne sont pas formés. Ils ont appris comme ça, mais des bases solides de la formation, ça pose problème. Mais comment gagner mieux sa vie en tant qu'ouvrier lorsqu'on n'est pas professionnellement qualifié? Ça ne donne pas l'ouverture à du tâtonnement à l'à peu près. Lorsqu'on n'est pas formé, on n'est pas qualifié, on est un ouvrier sous-estimé. Ça, c'est déjà ça. On est un ouvrier sous-estimé. Je donne un exemple. Il y a pas mal ici des plombiers qui font tout ce que nous voyons comme construction. Et ces plombiers ont été formés à travers un grand frère, à travers un ami. Et cet ami lui a transmis certaines erreurs que lui-même ne sait pas. Et il continue à les faire. Tu remarqueras ici à Kinshasa, il y a un sérieux problème de plomberie dans presque les appartements partout où vous passerez. C'est parce que ces problèmes sont dus au niveau de la formation. Les gens ne sont pas formés. C'est-à-dire les bonnes bases. Lorsqu'on est formé, on comprend l'outillage. La formation et puis l'outillage. Ça, c'est important. Donc, je martèle sur ça. Un ouvrier ne peut être bien évalué que s'il est formé. Déjà pour lui-même, il met en valeur son métier parce qu'il le connaît. Il sait faire un devis. Il ne fait pas un devis à peu près. Il revient vers le patron pour dire on a oublié ça. Parce qu'il n'est pas formé. Il sait faire le devis. Après, il sait exécuter son devis. Pétion Boadi, la place de l'ouvrier dans la société, parce que pour arranger un robinet, la tuyauterie, charpentier, carreleur, mécanicien, nous remarquons que notre société est dirigée à 99% par des ouvriers. Nous avons besoin d'un ouvrier pour faire ce travail, l'exécutant. Quelle est la place de l'exécutant au sein d'une société? Oui, nous avons besoin
d'un ouvrier pour exécuter, non seulement d'un ouvrier, mais nous avons besoin d'un ouvrier qualifié. Ça, c'est important. Nous avons besoin d'un ouvrier qualifié parce qu'un carreleur qui est qualifié t'exécute un travail qui reste dans la durée. Tu ne reviens pas 6 mois plus tard pour reprendre le même travail. Alors, l'ouvrier fait partie de la société, fait partie de nous. On ne peut pas construire ces pays, on ne peut pas avancer ces pays sans la main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est important. Donc, c'est l'erreur que, par exemple, que nos dirigeants sont en train de faire, de privilégier des longues études universitaires. Il y a beaucoup de choses à réformer dans notre système éducatif. Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup privilégié les diplômes par rapport aux formations. Or, à travers d'autres pays, c'est d'abord l'homme. Qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais on nous a dit que celui qui a le diplôme universitaire est excellent, que celui qui a le diplôme de formation de carreleur, que de charpentier. Notre université forme les demandeurs d'emploi de demain. Or, on devrait aussi former les créateurs d'emplois. Parce qu'un carreleur n'ira pas demander de l'emploi parce qu'il a les compétences. Il a les compétences. Clés en main. Tout de suite, il est sur le marché de l'emploi et il est recherché. Lorsqu'il est qualifié, tout de suite, il est recherché. Un ouvrier qualifié, formé et recherché sur le marché du travail. Ça, c'est automatique. Et il est bien payé. Même lorsqu'il va négocier son travail, son devis, il sait le négocier. Et face à un patron, le patron le prend beaucoup plus en considération. Parce qu'il sait que le monsieur maîtrise son métier. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous avons jeté les bases de cette émission avec Pétion Boadi, qui est entrepreneur, chef d'entreprise, base méthane en France. Il est dans l'agro-business, il est aussi l'initiateur du projet restaurant-bar La Quinoise. Comment relever les métiers professionnels en République démocratique du Congo? Comment le développer? Vous irez en France, vous irez au sein de l'Union européenne, partout dans le monde, vous remarquerez que ce sont les travaux de métiers qui sont mis en exergue, qui permettent d'avoir de l'emploi. En peu de temps, 6 mois, 1 année, 3 ans, quelqu'un est qualifié pour faire quelque chose. Je me suis toujours posé la question, tu fais des études, par exemple, tu as ton diplôme d'État en biochimie. Quel est le travail que tu vas faire sur le marché? Ici au Congo, vous ne faites rien. Tu as fait ton diplôme de maths physique. Quel est Au Congo, vous ne faites rien. Or, c'est un temps perdu qu'on pouvait capitaliser. Comment capitaliser le temps dans la formation? Déjà, je donne un exemple en France. Les systèmes scolaires, un enfant ne peut pas avoir le bac s'il n'a pas fait de stage durant le cursus. Il n'a pas fait, donc il n'est pas passé par les entreprises. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, vous devez passer par les entreprises parce que ça vous prépare pour le monde du travail de demain. Vous pouvez décrocher, avoir ou ne pas avoir le bac, ben, vous êtes déjà passé à travers plusieurs stages. À 18 ans, vous êtes apte à travailler parce que dans votre cursus scolaire, vous avez eu à faire plusieurs stages. Donc c'est là que vous avez mis dans le bain du travail, dans le bain des entreprises. Donc vous n'êtes pas obligé tout de suite aller à l'université. Pas obligé tout de suite aller à l'université. À 18 ans, on est prêt à travailler. Et combiner même le travail, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Le travail et l'entreprise. Donc ça s'avère aberrant, par exemple, comme en RDC, où 90% du cursus de l'étudiant, donc il a eu l'école primaire, l'école secondaire, il est passé par les humanités, il a eu son diplôme d'État, il va jusqu'aux universités, il n'a jamais travaillé. Donc plus de 12 ans, il n'a jamais travaillé, il n'est qualifié en rien. Donc il faut être qualifié. Ça pose aussi un problème parce que le travail, ça s'apprend. Le rythme du travail, le rythme même du travail, c'est lever le matin, respecter le patron, respecter les horaires, ça s'apprend. C'est pour cela, un enfant, un jeune doit automatiquement passer par les entreprises, faire des stages, ça lui forme pour demain. Il est compétitif demain
Parce que lorsqu'il il est, exemple ici, je prends l'exemple d'ici, il est en 5e humanité. Dans l'année scolaire, il a eu à passer 3 mois de stage. 3 mois de stage dans une entreprise où il est comme un stagiaire, aide quelque part dans la comptabilité ou dans l'administration, il aide. Cela avance même la société. C'est une main-d'œuvre de plus, mais on forme les jeunes pour demain. Mais, Pétion, de ton expérience, parce que c'est qui est... par exemple, l'autre fois qu'on échangeait, tu es dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire, faire les étangs de poissons. C'est important, mais les gens ne sont pas qualifiés parce qu'il n'y a pas de formation ici, en République démocratique du Congo. L'agriculture, parce que beaucoup ont des fermes, ont des champs, mais comment faire susciter ces besoins? Par exemple, quand toi tu viens ici en République démocratique du Congo, tu viens de quelque part où tout est formaté, il y a un processus à suivre. Comment tu fais lorsque tu veux faire exécuter un travail à quelqu'un quand tu es à Kinshasa, tenant compte qu'il n'est pas qualifié, mais il sait faire ce travail? Comment tu juges? Et comment tu établis son coût de revient? Comment tu vas le payer? Comment vous vous arrangez? C'est ça, c'est aussi ça le problème que nous rencontrons tous les jours. C'est-à-dire que nous faisons face aux ouvriers qui ne sont pas qualifiés et à chaque fois, nous revenons sur le même travail déjà exécuté. Et c'est la plupart du temps ici. Nous revenons souvent sur le travail que tu as déjà payé et que l'ouvrier te dit qu'il a fini. En fin de compte, quand tu reviens voir, il n'a pas fini. Il y a des choses qu'il n'a pas pu le faire. Tu reviens toujours. Et c'est de là ça pose le problème de la qualification, de la formation. C'est vraiment un sérieux problème. Vous remarquerez, vous allez regarder les édifices, les maisons qui sont construites ici, il y a un problème de finition. Un sérieux problème de finition. Quelqu'un qui met la peinture, qui dépasse la limite où devrait s'arrêter, et ça ne lui dit rien. Et il va comprendre cela. Non. Un ouvrier qui est qualifié ne peut pas faire des choses à peu près. Il fait les choses dans les normes. C'est ça le problème que nous racontons tous les jours ici en tant qu'entrepreneurs. Nous croisons la plupart des ouvriers qui ne sont pas qualifiés, mais ce sont eux qui sont sur le marché. Ben, on fait avec. Il y en a aussi qui n'ont pas de formation, mais à travers l'expérience, ils savent faire quelque chose. Mais c'est aussi bien quelqu'un qui a de l'expérience, qui va rajouter une formation là-dessus pour s'affermir dans son travail. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, nous sommes au restaurant-bar La Quinoise, ici à Kinshasa, dans la commune de Limete. Nous recevons son promoteur, l'initiateur du projet Pétion Boadi. Nous allons échanger comment relever les métiers professionnels en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons prendre un exemple pratique de Base Méthane qui est son entreprise en France. Pétion Boadi, c'est vrai que les téléspectateurs suivent, oui, Pétion est en train de nous expliquer, mais qu'est-ce que lui-même a déjà fait de concret dans ce domaine-là? Nous allons prendre l'exemple de Base Méthane. Comment ça se passe? Comment tu collabores avec tes ouvriers? Comment tu fais le choix de tes ouvriers? Comment tu leur donnes des tâches à faire et comment tu évalues ces tâches-là? Moi, je suis une société de fourniture de la main-d'œuvre dans le montage des structures métalliques. Dans un premier temps, d'abord, les ouvriers sont tous formés pour monter ces structures. Ils sont tous formés à ça. Et après, lorsqu'on a une équipe, on fait de sorte d'avoir une équipe polyvalente où nous pouvons changer de rôle, mais l'équipe reste telle qu'elle est. Et puis responsabiliser le chef du chantier. C'est lui qui s'occupe du chantier, tout ça, le responsabiliser vraiment, parce qu'après, il a des comptes à te rendre. Donc, responsabiliser une personne pour exécuter les tâches qu'il a à faire. Et la rémunération, ça, c'est important. Donc, la rémunération doit suivre
le travail. Parce qu'un ouvrier mal rémunéré est improductif. Un ouvrier qui est mal rémunéré est improductif. Donc, mettre les conditions, mettre les ouvriers dans des conditions pour qu'ils soient compétitifs. C'est ce que nous essayons de faire. Hein. Moi, je n'ai pas eu de conflits particuliers avec mes ouvriers. Je ne suis pas riche. Bah, je l'essaye de les traiter tels qu'il faut. C'est déjà ça la base. Et puis, ensemble, nous constituons une équipe. Vraiment une équipe, pas pour ne pas dire une famille. Donc, nous constituons une équipe et ensemble, on avance ensemble. Et je leur dis toujours, soit on avance ensemble ou on coule ensemble. Donc, dans l'entreprise ici, il n'y aura pas de gagnants et de perdants. Il faut que soit nous perdons ensemble ou on gagne ensemble. Donc, si vous ne faites pas ce travail, nous ne gagnerons pas. Moi, je suis parti chercher le marché. Je ramenais le marché. C'est à vous d'exécuter pour qu'on nous paye et que je vous paye. Donc, ce cercle-là doit être respecté. Maintenant, dans votre entreprise Base Métal, on retrouve plus les Congolais ou bien c'est plusieurs cultures, plusieurs pays? Bah, c'est plusieurs pays. Où je peux dire le Congolais, nous pouvons être à 50%. Mais après, il y a d'autres compatriotes africains. Qu'est-ce qu'on devrait faire en RDC? Parce que vous avez remarqué, il y a la pauvreté, l'oisivité, les jeunes ne font rien à longueur de rue. Ce sont ces mêmes jeunes que tu vas laisser le matin qui t'ont salué. Au retour, tu vas les retrouver, ils vont encore te saluer. Mais ils sont forts, ils ont la capacité de travailler. Et la rhétorique, ils vont vous dire que nous n'avons pas d'emploi. Mais comment l'État peut rendre utile ces personnes? Ça, c'est une première partie. Mais eux-mêmes, ces jeunes, comment ils peuvent entreprendre? C'est vrai qu'il n'y a pas d'école de formation, mais aller apprendre un métier. Comment ils peuvent faire? Quelle est la démarche à faire pour les deux parties? Déjà, ça, c'est vraiment très complexe. Parce que la situation que vit notre pays, cette pauvreté ne peut laisser... Personne ne peut rester indifférent. C'est vraiment très, très grave. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons relever ces pays. Nous tous. D'abord, en premier lieu, il faut qu'il y ait le prix du sacrifice. Nous devons, comme les sacrifices en haut comme en bas, c'est-à-dire le dirigeant et le peuple, nous devons comprendre que maintenant, nous devons nous sacrifier pour ces pays. C'est-à-dire, faisons ce qui est utile à faire. Que le dirigeant arrête les gaspillages inutiles, qu'il mette le peu de ressources que nous avons au service de la nation. À l'heure actuelle, il y a plein de la main-d'œuvre qui traîne. Il faut mettre le Congo en chantier. Il faut mettre le Congo en chantier. Les jeunes iront eux-mêmes, ils vont arrêter de vendre, ils iront eux-mêmes dans le chantier. C'est ça, c'est le bâtiment, les travaux publics qu'il faut engager ces pays à travers des grands chantiers. Les jeunes iront eux-mêmes travailler. Donc il faut initier des chantiers. Il faut initier, pas de chantiers, des grands chantiers. Donc à l'exemple, des grands chantiers, le barrage Inga, le port des Matadi, le chemin de fer, les routes, les écoles. Donc tout ça, vous verrez, ça touche le bâtiment et les travaux publics. C'est ces secteurs-là, lorsqu'on en fait une priorité, on diminue les chômages. Le port, les routes, le barrage, le chemin de fer. Lorsqu'on en fait une priorité, automatiquement on diminue le chômage. Automatiquement. Automatiquement. Donc là, il y aura même des investisseurs qui viendront accompagner l'action de l'État congolais. Mais les investisseurs, ils viennent lorsque les conditions sont réunies. Lorsque les conditions sont réunies, les investisseurs viennent toujours. Les investisseurs ne viendront pas ici si vous n'avez pas de routes. Parce qu'un pays comme le nôtre, par sa grandeur, doit avoir une vision régionale. Nous devons avoir des routes qui touchent toutes les frontières. Cela permettra, exemple, à l'usine de montage des camions, de venir fabriquer, monter des camions ici au Congo, pas pour les Congolais, mais pour la région. Mais à l'état actuel, s'ils viennent le monter pour la région, comment vont-ils les évacuer? Si nous n'avons pas les conditions pour ça. Donc il faut que
l'État le met dans une vision à court, à moyen, à long terme pour y arriver, c'est de cette manière qu'on va relever ces pays. C'est de cette manière qu'on va relever ces pays. Pétion Boadi, là maintenant c'est le cœur d'un fils de la diaspora, un Congolais qui va parler. Quels sont souvent les sujets qui reviennent lorsque vous parlez de la RDC à l'étranger? La RDC à l'étranger, nous parlons un peu de tout. De la politique, souvent. D'abord ça, nous parlons de la politique lorsque cela nous divise aussi. Nous parlons des sports lorsque cela nous unisse. Nous parlons de la musique, nous parlons de nos familles, nous parlons de tout. Pensez de votre pays. Parce que vous-même, quand vous vous voyez intégré en France, reconnu, l'État français vous reconnaît, vous payez vos impôts, ainsi de suite, vous avez même famille là-bas, fondez votre famille. Qu'est-ce que vous vous dites de la RDC? Ben, moi, on a eu à discuter plusieurs fois. Le développement de la RDC, c'est un travail de tous. Ce n'est pas que l'État. C'est tous les fils et filles du Congo qui doivent y penser. Qui doivent en faire une priorité. Pour nous tous, nous devons nous dire que Dieu nous a donné un pays. Nous avons le devoir de le développer. On ne peut pas laisser ce pays à l'état où il est. C'est vraiment inadmissible. C'est un travail de tout le monde. C'est-à-dire la diaspora, telle que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité parce que parmi nous, il y a de ceux qui ont quelque chose à apporter. Il y a de ceux aussi qui viennent, mais il y en a qui sont découragés à travers des politiques publiques, à travers des lois, à travers tout ce qui suit. Ils sont découragés. Mais moi, je dis toujours, il ne faut pas qu'on se décourage. Le changement, peut-être que ça viendra de nous. C'est-à-dire que c'est tout un chacun qui doit être porteur du changement. C'est-à-dire, moi, je viens, dans mon domaine, je me dis que non, non, moi, je dois changer ça. Toi, tu viens, tu apportes quelque chose. Lui viendra, il va apporter quelque chose. C'est dans l'ensemble que nous allons relever ces pays. On ne va pas rester à l'extérieur, attendre que ceux qui sont à l'intérieur fassent des choses pour nous, et puis nous, on viendra après. Ça ne marchera pas comme ça. On va les faire ensemble. Nous qui sommes à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, que chacun apporte quelque chose pour développer ces pays. Il y a une phrase, lorsqu'on échangeait, tu m'as dit quelque chose qui a frappé mon attention. Tu dis, lorsqu'un Congolais t'enterra à l'étranger, qu'on le dit, que la terre de tes ancêtres lui soit chère, ça n'a jamais été paisible pour lui. Donc pour toi, et une autre phrase que tu as dit dans l'émission passée, on doit considérer la diaspora comme la 27e province de la RDC. Est-ce que tu peux nous éclaircir? Ben, d'abord, premièrement, je voulais, ça c'est une notion que j'ai toujours défendue. On est liés, nous, à cette terre, le Congo. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous a envoyés ici. C'est-à-dire, nous sommes liés. Moi, j'ai dit à mes enfants qui sont nés à l'étranger qu'ils ont la chance d'avoir deux pays. Ils sont français de droit, mais ils sont aussi congolais de sang, parce que c'est le pays de leurs ancêtres. Ils peuvent être français, mais ils n'auront pas la France comme terre. Ils ne seront pas des Bourgognes ou ils ne seront pas Marseillais. Ils ne peuvent pas revendiquer la terre française, mais ils peuvent revendiquer la terre congolaise, parce que c'est la terre de leurs ancêtres. C'est ici. Donc, on doit être liés. Ces liens-là, nous devons consolider cela. À l'époque, nous étions encore jeunes. Quelqu'un qui mourait à l'étranger, on rapatriait les corps. Malheureusement, depuis un certain temps, nous remarquons qu'il y a un changement. Les gens commencent à être enterrés à l'extérieur. Bon, chaque personne a sa façon de voir les choses. Je ne vais pas les condamner. Mais moi, ce qui me concerne, moi, je l'ai dit toujours, c'est toujours bien lorsqu'on enterre quelqu'un qu'on dit que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Mais lorsque vous êtes enterré à l'étranger, vous n'êtes pas sur la terre de vos ancêtres. Ça, c'est ça. Mais en ce qui concerne la diaspora,
nous sommes une force. 27e province, comme j'appelle, parce qu'à travers déjà le nombre, la totalité de la diaspora, nous sommes des millions. Et les millions font des transferts d'argent vers le Congo. Nous supportons, nous contribuons à l'économie du Congo. Donc, nous faisons partie prenante des problèmes du Congo. Malheureusement, on nous exclut. Peut-être lorsqu'il y a des élections, des choses comme ça, nous sommes exclus. Mais c'est inadmissible. Nous faisons partie du Congo. Et cette diaspora, vous compterez toujours avec. Il faut toujours compter avec cette diaspora. On ne peut pas l'exclure. Parce que économiquement, nous participons à l'économie du Congo. Parce que vos familles qui sont ici vivent de vos moyens, parce que tout le monde n'a pas d'emploi. Dans votre budget, vous devez partager votre budget de votre famille et la famille qui est restée ici par solidarité africaine ou solidarité rien qu'à avoir familiale. le chiffre des transferts à travers les agences de transferts. Rien qu'à voir le chiffre, c'est des milliards. Vous atteignez à peu près 1 milliard par rapport milliards de dollars par rapport au transfert. Oui, c'est des milliards. Paiement des loyers, la nourriture, la scolarité, les universités, les hôpitaux, les enterrements. C'est des milliards. Et ceux qui construisent des maisons, ce sont des emplois. Ceux qui construisent des maisons ici, ceux de la diaspora qui construisent Donc, ici. par exemple, là, c'est carrément normal, par exemple, que vous puissiez un jour participer aux élections tout en étant en France, déjà, aux États-Unis. À travers la loi nous donne cette possibilité. La loi électorale nous donne cette possibilité. Nous devons participer aux élections. Malheureusement, les dernières, cela n'a pas été fait. Mais déjà, c'est de droit. C'est de droit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la diaspora peut basculer une élection. Si la diaspora prend tendance pour un candidat X ou Y, ben elle bascule l'élection parce que nous sommes des millions. Ma question c'est est-ce que la lecture, que ce soit politique, économique, de nos frères et sœurs de la diaspora, est-ce qu'elles sont, comment je peux dire, elles sont équitables, vraies, réelles par rapport aux situations? Est-ce que la lecture que vous avez de la RDC, est-ce que c'est la lecture réelle de ceux qui sont ici, vos familles que vous avez laissées ici, pour avoir une tendance ou une autre? C'est ce que je disais, la diaspora n'est pas une autre entité. Nous sommes des Congolais. C'est-à-dire que si la lecture qui est faite ici, au Congo, c'est la même lecture qui est faite par la diaspora, parce que c'est le même peuple. C'est le même peuple. Sauf que peut-être nous avons acquis d'autres cultures, le mélange d'autres cultures, tout ça. Mais en ce qui concerne les Congos, nous avons tous cet amour du Congo et la lecture de la politique, c'est pareil. Ici, il y a des gens qui sont de la gauche ici, il y en a aussi qui sont de la gauche parmi ceux qui sont de la diaspora. Ceux qui votent à droite ici, il y en a aussi qui votent à droite dans la diaspora. Petit Mbouadi, il y a ceux qui disent, par exemple, d'ici, par exemple, dans tous les secteurs, qui disent que non, la diaspora n'est pas organisée dans ce sens qu'elle pouvait se fédérer de la même manière qu'elle se donne corps et âme dans les positionnements politiques, qu'elle pouvait aussi se fédérer dans les domaines socio-économiques, par exemple en investissant dans les banques, en créant des structures de santé, en développement, en créant une synergie socio-économique pouvant faire aller de l'avant du pays, le pays. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Non, moi je pense que ça c'est un faux débat. Pour développer ces pays ou apporter quelque chose, on n'a pas besoin d'être caporalisé. On n'a pas besoin... Mais on prend l'exemple de la Tunisie, de l'Algérie, d'autres pays qui se solidarisent, la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, ils créent des banques, des mutuelles de santé. Oui, ça c'est ce que je disais. On n'a pas besoin d'être caporalisé. C'est-à-dire quoi? À défaut des structures qui existent individuellement, nous pouvons apporter quelque chose. Bien qu'on est toujours fort lorsqu'on est unis. Lorsqu'on est ensemble, on est fort. Mais il y a aussi des structures, hein. Il y a des diasporas, même en France, partout en Belgique, il y a des structures, des diasporas qui s'organisent à travers des structures aussi qui aident des quartiers, des villages, il y en a. Mais ce n'est pas en grande ampleur. Mais à défaut de ces structures, nous pouvons apporter quelque chose individuellement.
Parce qu'il y a, par exemple, vous avez, je ne vais pas prendre certains exemples parce qu'on dit toujours, toute comparaison n'est pas raison. Par exemple, donner des bourses aux plus méritants étant ici pour leur envoyer être formés, afin que vous puissiez avoir une société congolaise de qualité. Mais on sent plus nos frères et sœurs de la diaspora plus condamnés que agir. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas que nos frères et sœurs de la diaspora, c'est tout Congolais. Là, nous ne faisons pas cette différence. C'est tout Congolais. Nous sommes l'exemple, tu verras que même ceux qui font de la politique, il y a très peu qui font des propositions. Il y a très peu qui font des propositions. Mais nous passons des temps à condamner, à critiquer, mais il y a très peu qui font des propositions. Ça, c'est l'homme congolais. Ce n'est pas que la diaspora ou ceux qui sont ici, c'est nous tous. Donc, nous devons évoluer par notre façon de voir des choses. Critiquer, c'est bien, mais critiquer avec une proposition, c'est mieux. Critiquer avec une proposition, c'est mieux. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Data Market notre invité de ce soir, Pétion Boadi, qui est responsable de l'entreprise Base Métal en France. Il est aussi dans l'agro-business. Et aujourd'hui, il a son restaurant, initié un restaurant-bar, La Quinoise, dans lequel nous nous retrouvons pour échanger ce soir. Comment relever les métiers professionnels en République démocratique du Congo? Pétion Boadi entreprend, il a des ouvriers, mais il voudrait aussi partager sa pensée. Pétion, nous remarquons, c'est que nous aimons avec vous, vous êtes pratique et concret. Quand il y a un problème, vous allez plus vers la solution que le problème. Déjà ayant ce don en vous, quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire à l'État congolais, aux Congolais d'ici et d'ailleurs, pour apporter leur appui à relever les métiers professionnels en RDC? Déjà, nous voyons ce que vous faites. Par exemple, dans ces restaurants, vous avez vos agents que vous montrez aussi comment travailler. Déjà avec leurs compétences avant et ce qu'ils trouvent aujourd'hui, c'est encore un plus. Quand on voit vos agents de base métal, ils apprennent encore. Maintenant, comment cela être à la portée de tous les Congolais? Ben, déjà, nous devons être accompagnés par l'État. Comment être accompagné déjà, il faut que l'État puisse assainir le climat des affaires. Les tracasseries administratives, il y en a trop. C'est décourageant. Tu as fait les frais, hein? Tu as vu plusieurs... C'est décourageant. Pour une entreprise qui vient d'être créée, où vous voyez 10 services de l'État qui défilent. Ça aussi, c'est un grand problème. C'est un grand problème, c'est décourageant. L'entreprise vient d'être créée, il y a eu des investissements. Il y a eu de l'argent qui... Donc vous deviez d'abord, avant tout, récupérer avant d'être imposé. Mais je peux dire, lorsque vous avez déjà l'autorisation d'ouverture, vous avez pris les papiers nécessaires pour ouvrir, mais laissez quand même l'entrepreneur travailler. Vous ne pouvez pas avoir l'autorisation pour ouvrir, vous avez les papiers, tout ce qu'il faut pour ouvrir, et une semaine après, il y a premier service, deuxième service, troisième service, quatrième. Mais ça devient, c'est comme de l'acharnement. C'est comme de l'acharnement. Donc vous payez pour ce que vous n'avez pas encore fait. Mais on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. On est obligé de payer. Mais ça, l'État devrait vraiment réguler ces Parce que ça décourage quelqu'un d'autre. Ça décourage. Un de vos frères ou amis qui voudrait investir te voit comme ça. Ah, non, Pétion, je ne viens pas. Ça décourage. Ça décourage. Il y a des emplois qui ont été créés. 10 emplois, 5, 6. Si nous sommes 10, c'est multiplié par le nombre d'emplois que nous créons. Et tous ces gens supportent aussi leur famille. Il y a des emplois directs et indirects. Non seulement ça, nous consommons. À travers nous ici, nous faisons des dépenses, nous consommons. Donc, c'est-à-dire que si les climats étaient assainis, les climats des affaires étaient assainis, cela encourage des gens pour avancer. Mais si ce n'est pas le cas, cela décourage vraiment. Donc l'État doit regarder de ce côté-là. L'État doit regarder, l'État doit réguler. Il y a peut-être trop de fonctionnaires de l'État dans la rue qui ne devraient pas l'être. Trop même dans la rue qui ne devraient pas l'être. Et je me demande même si
ils rapportent tout ce qu'ils sont en train de récolter si l'État en bénéficie. Donc pour vous, il faudrait par exemple au sein de le guichet unique que tous ces frais-là soient réunis au sein d'un même guichet et qu'on vous donne un temps de pouvoir vous faire un nouveau souffle après les dépenses d'investissement. C'est beaucoup plus simple. Il y a une entreprise qui a été créée au niveau des guichets uniques. S'il y a des taxes, s'il y a des choses à payer, les guichets uniques vous envoient un courrier. Vous recevez le courrier et vous partez payer à la banque. C'est beaucoup plus simple que de recevoir 10 personnes, vous croyez que ce sont des clients qui viennent consommer. Mais non, ils vous ramènent un tas de papiers. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Hein? De voir des gens défiler, vous croyez que ce sont des clients qui viennent ici, qui viennent pour consommer, mais ils vous ramènent un tas de papiers. Lorsque l'entreprise est créée, le guichet unique, l'entreprise est enregistrée, le guichet unique, il sait quels sont les papiers qu'il faut fournir, qu'est-ce qu'il faut payer. On envoie un courrier, on va payer à la banque. Le problème est résolu et rapidement. Et à tous ces jeunes qui t'ont suivi ce soir, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à comment choisir un métier? Comment on doit choisir un métier? Est-ce que forcément, on doit d'abord privilégier le monde du travail ou bien privilégier une formation si longue et après, quelque part, vous devenez encore chômeur après? À tous les jeunes, je vais leur dire de ne pas se décourager. Le Congo a encore de l'avenir devant. Et il faut saisir les opportunités. Il faut savoir lire les temps. Peut-être regarder la pauvreté que nous vivons, comment en faire une force. Comment en faire une force. Il faut lire l'opportunité. Il faut être attentif, regarder. Je donne un exemple. Il y a plein de constructions ici au Congo. Il y a plein de constructions. Mais le métier d'avenir au Congo, c'est le froid, c'est la climatisation industrielle. Ceux qui vont maîtriser ce métier de la climatisation, ce sont les patrons de demain. Ceux qui vont faire les formations en ce qui concerne la climatisation industrielle, ce sont des patrons de demain. Il faut saisir des opportunités comme ça. C'est orienter dans ce sens-là, comprendre que notre pays a encore besoin des millions de climatiseurs. Et ces climatiseurs, il faut les fabriquer, il faut les entretenir, il faut les installer. Ce sont les entreprises de demain. Donc, les jeunes doivent saisir de telles opportunités pour comprendre comment s'orienter, vers quelle formation. La plomberie, la plupart des maisons, des appartements ont ces sérieux problèmes de l'évacuation d'eau. Ce sont des métiers d'avenir, les métiers de demain. Il faut les saisir, faire une formation bien formée et vous verrez, lorsque vous construisez une maison, il n'y a pas de fuite d'eau. Quelqu'un qui viendra dans l'appartement, il va dire « c'est une première pour moi. Et qui a fait cette maison? C'est un tel. » Tout de suite, on vous recommande. On recommande la société. Des jeunes devraient saisir de telles opportunités que présente le pays. Au lieu de faire des cursus longs, un jeune qui va faire la sociologie, pour le ramener quoi? Il va faire la sociologie pour le ramener quoi? C'est un chômeur de demain. C'est un chercheur d'emploi de demain. Et au final, il va se jeter dans la politique. Soit pour applaudir quelqu'un, même s'il dit des choses contraires, et il va l'applaudir parce qu'il a besoin d'argent. Donc, dans le jeune aussi, il doit réfléchir quand il choisit son cursus. Mais bien sûr. D'abord, il regarde de quelle famille il vient, s'il y a des moyens pour faire des longues études, et puis de deux, quelle est l'opportunité? Nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons besoin de tout corps, des avocats. Nous avons besoin. Mais on ne peut pas avoir plus d'ingénieurs que des maçons. Cela doit être équilibré. Donc ça ne répond à aucune logique. Ça ne répond à aucune logique. On ne peut pas avoir plus des ingénieurs, parce que les ingénieurs sont formés. Mais les maçons, ils ne sont pas formés. Après, il y a conflit entre les ingénieurs et les maçons. Ils sont tout le temps en train de se chamailler, tout le temps en train de se disputer. Parce que l'ingénieur ne respecte pas les maçons, parce que le maçon n'exécute pas le travail tel que veut l'ingénieur. C'est un problème de formation. Donc, nous avons besoin de tout corps des métiers. Nous avons besoin, mais cela doit être équilibré. Donc, nous avons besoin d'un corps de formation des exécutants qualifiés. Qualifiés. Je donne un exemple. En France, un jeune de 19 ans qui finit l'école des bouchers, n'a rien à envier
un jeune de 25 ans qui a fini à l'école du commerce. Il n'a rien à l'envier. Un jeune qui est formé comme maçon, c'est-à-dire ce qu'on appelle OHQ, ouvrier hautement qualifié, maçon, n'a rien à envier à un banquier. Les banquiers, peut-être, il peut avoir plus de costumes, parce que son travail exige cette classe-là. Mais en ce qui concerne la rémunération, les maçons peut-être mieux payés que les banquiers. C'est ça la valeur du métier, la valeur du travail. Les jeunes devraient saisir ces opportunités. Ce n'est pas en faisant des petits commerces où tout le monde vend pour tout le monde qu'on va développer ces pays. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va construire ces pays. Nous aurons toujours des maisons très mal construites, des maisons où vous avez mis de l'argent, mais le travail n'a pas été fait comme tel que vous avez rêvé. Et vous recommencez le même travail, parce que c'est un problème, un sérieux problème de la qualification. Pétion Boadi, c'est toujours un réel plaisir de vous écouter, parce qu'on peut prendre des heures et des heures à vous écouter. Donc, pourquoi pas même vous proposer des conférences où nous mettons des jeunes et vous allez le parler par rapport à votre réalité. Très chers téléspectateurs, on est en train de voir comment, déjà avec la permission de M. Pétion Boadi, voir comment faire une conférence. Il va vous parler directement pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, il y a un âge pour produire, pour avoir des enfants et pour voir ces enfants grandir. Mais tout cela ne peut se faire que si tu as les moyens financiers. Un jeune qui n'a pas de moyens financiers, qui ne sait pas vivre, se livre à la délinquance, se livre dans les forfaits. Or, tout ce qu'on appelle Kuluna, ainsi de suite, s'il y avait un métier, s'ils étaient canalisés dans un métier, on n'aurait pas tout ce problème. Pétion Boadi, nous atteignons déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que tu devais ajouter dans tout ce que tu as dit que tu n'as pas dit? Dans tout ce que j'ai dit, je le dis toujours, c'est nous devons aimer ces pays. Nous devons aimer ces pays, comprendre que Dieu nous a donné un pays où coule le lait et le miel. Un pays qui est convoité. Un pays où tout le monde veut venir. Moi, j'ai des amis qui sont ouest-africains. Il y en a un qui m'a posé une question. Il m'a dit, je me demande, qu'est-ce que vous faites en France? Nous, on devait venir, au lieu de venir en France, on devrait aller au Congo. Parce que le Congo peut donner du travail aux Africains. Le Congo peut nourrir les Africains. Le Congo peut donner du travail aux Africains. Mais c'est question de vision et de leadership. C'est question que tout le monde, tout Congolais, nous devons comprendre, nous devons regarder par une direction. C'est-à-dire que le jour où les Congolais regarderont une direction, je donne un exemple, c'est-à-dire la direction, c'est objectif 2050. C'est-à-dire 2050, le Congo à un niveau. Si tous les Congolais travaillent pour cet objectif, nous aurons des immigrés travailleurs ici. Pour ceux qui sont de la diaspora, il ne faut pas qu'ils se découragent. Les amis qui sont là-bas, il faut revenir. Tous ceux qui ont été découragés, qui ne veulent plus venir, quelque chose n'a pas marché, le pays, là-bas les politiciens sont ceci, c'est là. Mais nos sœurs et frères de la diaspora qui ont des moyens, qui peuvent investir, qui vous disent même j'ai investi au Cameroun, j'ai investi au Cap-Vert, mais investir chez lui, non. Les amis, les frères et sœurs de la diaspora, personne ne mettra les conditions pour nous. Si nous-mêmes, nous ne créons pas ces conditions ici. C'est notre pays. Lorsque ça ne marche pas, le problème aussi, c'est nous. C'est-à-dire que comme le problème aussi, c'est nous, et c'est aussi nous la solution. C'est-à-dire que nous sommes obligés de revenir dans ces pays, d'investir dans ces pays. Nous sommes obligés. C'est notre terre. Donc, il n'y a personne qui va nous imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire, lorsque ça ne marche pas, on doit trouver le problème et trouver aussi la solution. C'est-à-dire, la solution viendra aussi de nous. Il y a toujours les opportunités. Et il y en a énormément dans ces pays, dans notre pays, dans tous les domaines. Très chers téléspectateurs, de partout vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous dans ce magazine Data Market Pétion Boadi, qui est l'initiateur du restaurant-bar La Quinoise, responsable de l'entreprise Base Métal en France, ainsi que dans le domaine de l'agroalimentaire. Pétion Boadi, un dernier mot pour
nous séparer. Je sais qu'avec ta permission, nous allons encore nous revoir. Merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer, de m'adresser à mes frères de l'intérieur comme mes frères de l'extérieur. Je suis très content de ton travail. Ce que tu es en train de faire, c'est aussi l'apport. Ton apport pour avancer ces pays. Ces pays n'avancera que si tout le monde y met le sien, y met ce qu'il a. Parce que Dieu a mis en nous tous des capacités. A mis en nous tous vraiment les capacités. Il suffit de le mettre au service des autres. On avance ensemble. Moi, je reçois tes capacités, tu reçois le mien. Et puis, c'est ensemble qu'on développe ces pays. Moi, je crois encore à ces pays. Malgré tout ce que nous voyons, je sais que le Congo a encore des dignes fils qui peuvent le relever. Donc, je crois à l'avenir de ces pays. Le Congo a encore ses dignes fils, ses dignes filles pour pouvoir le relever. Ça, ce sont les derniers propos pour ce numéro de Data Market de M. Pétion Boadi, on peut le dire, directeur général du bar, restaurant La Quinoise, directeur général de Base Métal en France, ainsi qu'entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Restez branchés sur toutes nos chaînes et structures de rediffusion de ce programme. Merci de nous avoir suivis. À la